pensée occidentale a longtemps considéré le vide comme une absence, un manque qu'il faut combler, une source d'angoisse existentielle. Cependant, dans la tradition taoïste, le vide se révèle comme le principe fondamental de toute existence, la matrice fertile d'où émergent toutes les potentialités. Cette conception radicalement différente mérite une exploration profonde, car elle pourrait offrir une clé précieuse pour repenser notre relation au monde et à nous-mêmes. Au cœur de la pensée taoïste réside une parabole emblématique. Un maître demanda un jour à son disciple de contempler un vase d'argile. « Quelle est la partie la plus utile de ce vase ?» demanda-t-il. Le disciple examina attentivement les courbes élégantes, la qualité de la terre cuite, la délicatesse des décorations. Le maître sourit et dit « C'est le vide intérieur qui rend le vase utile. Sans lui, comment pourrait-il contenir quelque chose ?» Cette simple observation ouvre le chemin à une compréhension profonde du rôle du vide dans l'existence. Le vide dans la pensée taoïste n'est pas une négation de l'être, mais sa condition même de possibilité. Comme l'exprime le Tao Te Ching, 30 rayons convergent vers le moyeu de la roue, et c'est le vide du centre qui rend le char utile. Cette intuition fondamentale se retrouve dans tous les aspects de la réalité. En architecture, ce sont les portes et fenêtres, les espaces vides, qui rendent une maison habitable. En musique, ce sont les silences entre les notes qui créent le rythme et permettent à la mélodie de respirer. Dans la peinture traditionnelle chinoise, les espaces non peints sont aussi importants que les traits, créant une tension dynamique qui donne vie à l'œuvre. Le vide taoïste se manifeste aussi dans la pratique à travers le concept de Wu Wei. Contrairement à ce que pourrait suggérer une traduction littérale, il ne s'agit pas d'inaction, mais d'une action qui émane du vide intérieur libre de l'ego. Un maître l'expliquait ainsi. Observez l'eau d'une rivière. Elle ne décide pas de couler, elle suit simplement sa nature. Sa force vient précisément de ce qu'elle demeure vide de toute intention personnelle. Cette approche du vide trouve des résonances profondes dans notre quotidien. Quand nous sommes immergés dans les pensées, les émotions et les désirs, nous perdons notre capacité de percevoir clairement et d'agir justement. C'est dans les moments de calme intérieur, quand l'esprit se vide de son agitation habituelle, que surgissent souvent les intuitions les plus profondes et les actions les plus justes. Comme le disait un sage, ce n'est pas en remplissant la coupe qu'on étanche la soif, mais en se vidant. Dans nos relations, cela impliquerait un espace d'écoute véritable, au lieu de projeter nos attentes sur l'autre. Dans notre vie professionnelle, cela impliquerait des moments de recul et de silence créatif, au lieu d'une agitation permanente. Un maître contemporain comparait l'esprit à un jardin. La plupart des gens s'épuisent à planter toujours plus de fleurs, mais ils oublient l'importance des espaces vides entre elles. Sans ces espaces, le jardin devient une jungle étouffante. Le vide permet aux fleurs de s'épanouir pleinement. Cette métaphore illustre parfaitement comment le vide, loin d'être une menace pour notre développement, en est au contraire la condition essentielle. La pratique du vide dans la tradition taoïste n'est donc pas une fuite du réel, mais au contraire une immersion plus profonde dans sa vraie nature. Elle nous enseigne que ce que nous considérons comme plein, nos certitudes, nos habitudes, nos possessions, peut parfois être un obstacle à notre croissance, tandis que ce que nous voyons comme vide, le silence, l'incertitude, le détachement,
peut être la source d'un renouvellement profond. La compréhension théorique du vide dans le taoïsme trouve sa réalisation dans sa mise en pratique quotidienne. Cette pratique, loin d'être une simple technique de méditation, imprègne chaque aspect de l'existence et se manifeste à travers différentes approches complémentaires. Un maître taoïste contait à ses disciples cette histoire. Un jour, j'ai vu un chat attendant près d'un trou de souris. Il ne bougeait pas, ne manifestait aucune intention, aucun désir apparent. Il était simplement présent, totalement vide d'attente. C'est précisément cette qualité de vide attentif qui rendait sa présence si puissante. Cette parabole illustre parfaitement la première manifestation pratique du vide, l'attention pure dépourvue d'intention. La respiration constitue la porte d'entrée privilégiée. Les taoïstes ont développé une science sophistiquée de la respiration, considérant que la respiration consciente permet d'harmoniser le vide et le plein en notre être. Un texte ancien décrit « Quand la respiration devient si subtile qu'elle semble absente, le vrai vide commence à se manifester. » La méditation taoïste se distingue d'autres approches par sa relation particulière au vide. Il ne s'agit pas de vider l'esprit par la force, mais de cultiver un état de réceptivité naturelle. Un maître l'expliquait ainsi. Ne cherchez pas à chasser les pensées. Observez simplement l'espace entre elles. Comme le ciel bleu qui demeure immuable derrière les nuages, le vide de votre vraie nature est toujours présent. Cette approche s'appelle Zhuowang, littéralement s'asseoir et oublier, un état où l'on transcende la dualité entre sujet et objet. Dans les arts internes, comme le tai chi, le vide se manifeste comme un principe dynamique. Les mouvements alternent constamment entre vide et plein, comme l'illustre cette instruction traditionnelle. Quand une partie du corps est pleine, une autre doit être vide. C'est dans cet équilibre que réside la vraie force. Dans la vie quotidienne, la pratique du vide se manifeste à travers le principe du wu-wei, souvent traduit comme non-action ou action sans effort. Un sage l'illustrait ainsi. Imaginez que vous devez attraper un papillon. Plus vous tentez de l'attraper, plus il s'échappe. Mais si vous demeurez parfaitement immobile, vide de toute intention, il pourrait venir se poser sur votre main. Cette attitude de non-intervention active trouve des applications dans tous les domaines de la vie. Le vide est à relier avec un autre principe taoïste essentiel, la notion de simplicité, ou pu. Ce concept, souvent traduit comme bois non travaillé ou naturel, représente bien plus qu'une simple absence de complexité. Il incarne une sagesse profonde qui peut transformer notre relation au monde et à nous-mêmes. La simplicité dont parle Lao Tse n'est pas celle du simplisme ou de la privation. Elle est plutôt semblable à celle d'un arbre qui, sans artifice, déploie naturellement ses branches vers le ciel, tout en maintenant ses racines fermement ancrées dans le sol. C'est un état naturel qui précède toute sophistication, toute élaboration sociale ou culturelle. Selon les paroles du sage, je n'ai que 3 trésors que je garde et préserve. Le premier est la compassion, le second est la frugalité, le troisième est l'humilité. Cette trinité forme le cœur de la simplicité taoïste. Le retour à l'état naturel qu'évoque le pu nous invite à un voyage paradoxal, celui du désapprentissage. Notre société moderne nous a habitués à accumuler connaissances, biens et expériences, considérant souvent que l'addition constante
constitue la voie du progrès. Le Tao Te Ching propose une direction radicalement différente, celle de la soustraction éclairée. Comme l'eau qui trouve naturellement son chemin vers l'océan, la simplicité nous guide vers notre nature essentielle en éliminant ce qui l'obscurcit. Cette quête de simplicité s'exprime d'abord dans notre relation aux choses matérielles. La frugalité, second trésor mentionné par Lao Tzu, ne doit pas s'entendre comme une austérité forcée, mais comme une liberté reconquise. Chaque objet que nous possédons réclame une partie de notre attention, de notre énergie, de notre liberté. En réduisant nos possessions à l'essentiel, nous libérons non seulement l'espace physique, mais aussi l'espace mental. Le sage taoïste ne se demande pas tant ce qu'il peut acquérir, mais de quoi il peut se libérer. L'authenticité, dimension fondamentale du pu, émerge naturellement de cette simplification. Quand nous cessons de nous cacher derrière les masques sociaux et les artifices de l'apparence, notre vraie nature peut s'exprimer librement. Le Tao Te Ching nous enseigne que cette authenticité est comme l'eau pure, transparente, fluide, nourrissante. Elle ne cherche pas à impressionner ni à dominer. Elle existe simplement, pleinement. La compassion, premier des 3 trésors, découle naturellement de cette authenticité retrouvée. Quand nous sommes en paix avec notre propre nature, nous pouvons véritablement nous ouvrir à l'autre. Cette compassion n'est pas un effort moral, mais une expression naturelle de notre connexion fondamentale avec tous les êtres. Elle simplifie profondément nos relations, les libérant des jeux de pouvoir et des manipulations subtiles qui caractérisent souvent les interactions sociales. L'humilité, 3e trésor, couronne cette pratique de la simplicité. Ce n'est pas une posture de fausse modestie, mais la reconnaissance lucide de notre place dans le grand tout. Comme dit Lao Tzu, le sage se met derrière et se trouve devant, s'oublie et se conserve. Cette humilité simplifie notre relation au monde, nous libérant du besoin constant de nous affirmer, de nous comparer, de nous justifier. À notre époque marquée par la surcharge informationnelle, la course au rendement et l'hypercomplication des relations sociales, le pu offre une voie de libération. Il nous rappelle que la vraie sophistication réside parfois dans le retour à la simplicité. Comme un jardin zen où chaque élément est soigneusement choisi pour créer un espace de contemplation, la simplicité taoïste nous invite à créer dans nos vies un espace où l'essentiel peut respirer. Cette simplicité n'est pas une destination, mais un chemin, une pratique quotidienne. Elle se manifeste dans nos choix les plus ordinaires. Préférer le silence au bruit, l'être au paraître, l'authentique au sophistiqué. Elle nous invite à nous demander régulièrement qu'est-ce qui est vraiment nécessaire, qu'est-ce qui nourrit vraiment notre être. La simplicité du pu représente peut-être l'un des enseignements les plus révolutionnaires du Tao Te Ching pour notre époque. Elle nous rappelle que la vraie richesse ne réside pas dans l'accumulation, mais dans la capacité à reconnaître et savourer l'essentiel. Dans un monde qui court après toujours plus de complexité, le retour à la simplicité pourrait bien être le chemin le plus sage et, paradoxalement, le plus sophistiqué vers une vie pleine et authentique. Le vide est souvent perçu comme une absence à combler, un manque à compléter. Le Tao Te Ching propose une vision radicalement différente. Cette conception du vide s'étend à notre vie intérieure. La pratique de la méditation, si centrale dans la tradition taoïste,
ne consiste pas à remplir l'esprit de pensées positives ou de visualisations complexes, mais à créer un espace de vacuité où la conscience peut s'épanouir naturellement. Comme le dit un autre passage du Tao Te Ching, « Videz votre esprit de toute préoccupation. Maintenez votre paix intérieure malgré l'activité des êtres. Observez leur retour. » Le lâcher-prise, aspect essentiel, ne doit pas s'entendre comme une forme de passivité ou de résignation. C'est au contraire une pratique active et consciente qui demande souvent plus de courage que l'action. Lâcher prise, c'est faire confiance au vide, c'est accepter que tout n'a pas besoin d'être contrôlé, planifié, organisé. C'est comprendre que parfois, la meilleure façon d'atteindre un objectif est de créer l'espace nécessaire pour qu'il puisse se manifester naturellement. Dans les relations, une conversation profonde n'est pas faite que de mots, mais aussi des silences qui permettent à la compréhension de s'installer. Une relation saine a besoin d'espaces de solitude, de moments où rien n'est demandé ni donné. Ces vides ne sont pas des ruptures dans la relation, mais des respirations qui lui permettent de s'approfondir. La puissance du vide se manifeste aussi dans notre relation au temps. À une époque où chaque minute doit être productive, où les agendas sont saturés d'activités, le taoïsme nous invite à préserver des périodes de temps non planifiées. Ces moments apparemment vides sont souvent ceux où émerge la créativité, l'intuition, la compréhension profonde. Comme dit un proverbe zen, méditez 20 minutes chaque jour, sauf si vous êtes trop occupé, alors méditez 1 heure. Le vide dont parle le Tao Te Ching n'est pas un néant, mais un champ de potentialité. C'est l'espace où tout devient possible, le terreau fertile où peut germer l'inattendu. Dans le processus créatif, par exemple, les moments de vide apparent, ce qu'on appelle parfois le blocage de l'écrivain ou la page blanche, ne sont pas des obstacles à surmonter, mais des phases nécessaires de gestation. Imaginons notre conscience comme un vaste ciel. Les pensées sont comme des nuages qui ne cessent de traverser son étendue. Certains sont légers et doux, d'autres sombres et menaçants. Le secret, nous enseignent les maîtres taoïstes, n'est pas de tenter de dissiper ces nuages, mais de nous rendre compte que nous sommes le ciel lui-même, immuable, vaste, éternel. Les pensées négatives, si intenses soient-elles, ne sont que des phénomènes passagers dans notre immensité. Le Bouddha parlait souvent de la nature illusoire de nos perceptions. Nos pensées négatives, bien qu'elles puissent parfois sembler si réelles, ne sont en réalité que des constructions de notre esprit. Comme un mirage dans le désert, elles n'ont pas de substance au-delà de celle que nous leur accordons. En pratiquant le détachement, nous apprenons à les observer sans nous identifier à elles. Comme une rivière qui coule, laissons-les passer sans tenter de les retenir ou de les rejeter. La méditation, pierre angulaire des traditions orientales, nous offre un outil puissant pour cultiver cette conscience élargie. En nous asseyant en silence, nous créons un espace où l'agitation de l'esprit peut s'apaiser. Comme un étang agité qui retrouve sa clarté, quand nous cessons d'agiter ses eaux, notre esprit révèle sa vraie nature quand nous cessons de nous inquiéter. Face à nos pensées négatives, le Wu Wei nous invite à ne pas lutter, à ne pas nous opposer à elles. Au contraire, en les accueillant avec bienveillance, nous leur retirons leur pouvoir. Comme l'eau qui érode doucement la pierre, notre acceptation transforme graduellement la nature de nos pensées.
les maîtres zen parlent souvent de l'importance de cultiver l'esprit du débutant. Chaque jour est une nouvelle opportunité d'observer nos schémas de pensée avec un regard frais. En abordant nos défis quotidiens avec curiosité plutôt qu'avec des suppositions négatives, nous ouvrons la porte à de nouvelles perspectives, à des solutions créatives que notre esprit conditionné ne pouvait concevoir. La pratique de la gratitude, si chère aux traditions bouddhistes, agit comme un baume pour notre psyché. En dirigeant consciemment notre attention vers ce qui est bon et beau dans notre vie, nous rééquilibrons naturellement la balance de nos pensées. C'est comme allumer une bougie dans une pièce obscure. Même la plus petite flamme de gratitude peut illuminer tout notre être. L'approche taoïste de l'équilibre nous enseigne que le positif et le négatif sont les deux faces d'une même pièce. Au lieu de rejeter nos pensées obscures, nous pouvons apprendre à les voir comme des opportunités de croissance et de compréhension de nous-mêmes. Chaque défi est une invitation à approfondir notre sagesse et notre compassion. Finalement, la pratique de l'attention pleine, héritée des traditions zen, nous ancre dans le présent. La plupart de nos pensées négatives sont orientées vers le passé ou le futur. En ramenant continuellement notre attention à l'ici et maintenant, nous découvrons une paix qui transcende les fluctuations de l'esprit. Le chemin vers la libération des pensées négatives n'est pas une ligne droite, mais plutôt une spirale ascendante. Chaque tour nous confronte à nouveau à nos défis, mais avec une perspective plus large, une compréhension plus profonde. Comme le phénix qui renaît de ses cendres, notre esprit se renouvelle constamment, s'élevant peu à peu au-dessus des nuages de la négativité pour embrasser la clarté et la sérénité qui sont notre vraie nature. Les pensées négatives sont comme un poison subtil qui s'infiltre dans tous les aspects de notre être. Comme les racines d'une mauvaise herbe, elles s'enfoncent profondément dans le sol de notre existence, affectant notre corps, notre âme et nos relations. Sur le plan physique, ces pensées obscures agissent comme un voile qui obscurcit notre vitalité naturelle. Elles contractent nos muscles, altèrent notre respiration et perturbent le flux harmonieux de notre énergie vitale, le ki. Notre corps, tendu et rigide, devient un terrain fertile pour les maladies. Le stress chronique provoqué par ces ruminations affaiblit notre système immunitaire, nous rendant vulnérables aux affections tant internes qu'externes. Chaque pensée négative devient une matière première pour notre évolution spirituelle. Avec le temps, cette pratique affine notre sensibilité énergétique. Nous devenons capables de percevoir les subtiles fluctuations de notre paysage intérieur et d'intervenir avec sagesse et compassion. La méditation du sourire intérieur est une pratique puissante qui trouve ses racines dans la tradition taoïste. Elle se base sur l'idée que notre état émotionnel et mental peut être profondément influencé par de simples expressions faciales et visualisations. Pour commencer, asseyez-vous confortablement dans un lieu tranquille. Fermez doucement les yeux et détendez tous les muscles de votre visage. Imaginez un sourire doux et bienveillant se formant sur vos lèvres. Ce n'est pas un sourire forcé, mais plutôt l'expression naturelle de la joie et de la paix intérieure. Laissez ce sourire s'étendre graduellement à tout votre visage. Sentez vos yeux qui sourient, vos joues qui se détendent, votre front qui s'apaise. Puis, comme une vague de lumière douce, permettez à ce sourire de se propager dans tout votre corps.
Visualisez ce sourire atteignant chacun de vos organes. Dans la tradition taoïste, on commence souvent par le cœur. Imaginez votre cœur souriant, s'illuminant. Puis passez aux poumons, au foie, aux reins, à la rate. Chaque organe reçoit ce sourire bienveillant et répond en irradiant de l'énergie. Cette pratique a des effets profonds sur notre physiologie. Elle active le système nerveux parasympathique, responsable de la détente et de la régénération. Elle libère des endorphines, nos hormones du bien-être, et réduit le cortisol, l'hormone du stress. Au niveau énergétique, elle harmonise notre QI, notre énergie vitale. Mais au-delà de ces effets physiques, la méditation du sourire intérieur transforme notre paysage émotionnel et mental. Elle cultive un état de bienveillance envers nous-mêmes, dissolvant graduellement les pensées négatives qui habitent en nous. C'est comme si nous arrosions les graines de la négativité avec de la bienveillance. Avec une pratique régulière, ce sourire intérieur devient notre état naturel. Nous développons une résilience face aux défis de la vie, capable de maintenir cette paix intérieure même dans l'adversité.